は、そろそろ時間になりましたので、昨日、それから、本日、2日間、長い時間にわたりました、最後のセッションになります。司会を務めさせていただきます、北海道大学の中島と申します。このセッションは、日本、アジア、アメリカということで、一つは戦前戦後におけるですね、アジア主義の問題、あるいは対米従属という問題、そして、日本におけるその植民地の問題、そういったことが議論されるかと思います。私は後で、総括の時に議論したいと思いますので、まずはお3名の方にご発表いただき、それから討論にしたいと思っております。それでは、サミュエル・ゲイさん、よろしくお願いいたします。Donc, je fais partie des enseignants de l'Université de Genève qui sont engagés dans ce projet de traduction. Et je viens de finir de traduire l'asiatisme de Takeuchi. La raison pour laquelle c'est moi qui ai assumé cette traduction, c'est parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer ce texte lors de la rédaction de ma thèse de doctorat que j'ai consacrée aux sinologues japonais durant la guerre sino-japonaise. Donc j'avais traité du jeune Takeuchi Yoshimi, donc avant et pendant la guerre, et donc beaucoup moins du Takeuchi de l'après-guerre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ce thème de manière un peu décalée, c'est-à-dire que plutôt que de vous livrer au fond mes impressions sur le texte de Takeuchi, j'aimerais réfléchir un peu au fond à la position du Japon dans les nouvelles formes d'asiatisme d'aujourd'hui, des formes d'intégration asiatique. C'est au fond, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui reste de ce texte aujourd'hui, à quoi ça sert de le lire de nos jours, est-ce qu'il est encore utile, est-ce qu'il peut servir à la construction d'une communauté asiatique. Alors, comme vous le savez, l'histoire de l'asiatisme est intimement liée au Japon. C'est au Japon que sont apparus les premiers projets, les premières idées qui vantaient les mérites d'une solidarité asiatique comme le meilleur moyen de résister à la pression occidentale. C'est le Japon qui, on l'a dit tout à l'heure, pour le meilleur et pour le pire, a essayé de mettre en œuvre ces projets. On peut dire les choses différemment, en tout cas qui a utilisé l'asiatisme pour expliquer ou justifier son entreprise militaire. Et puis, après la guerre, c'est les intellectuels japonais, notamment Takeuchi Yoshimi, qui les premiers ont brisé le tabou qui entourait l'asiatisme et qui ont cherché, au fond, à le dissocier de l'expansionnisme. Donc le rôle qu'a joué Takeuchi Yoshimi dans cette réévaluation de l'asiatisme, c'est quelque chose qui est bien connu. Son essai de 1963, qui à l'origine était intitulé « L'avenir de l'asiatisme », Ajasugi no Tembo, qui ensuite a été repris sous le titre de Nihon no Ajasugi, l'asiatisme japonais, reste un texte incontournable pour toute étude sur le sujet. Il faut quand même noter que si Takeuchi a joué le rôle de pionnier dans cette réévaluation, il a fallu quand même attendre les années 90 pour voir un intérêt, je dirais, au niveau international pour cette question et ça a donné lieu à une grande anthologie en anglais, Pan-Asianism and Documentary History, qui est paru en 2011, auquel je crois M. Oguma Eiji a participé de façon active.
Alors, un des mérites principaux de Takeuchi, c'est d'abord d'avoir brisé le tabou autour de l'asiatisme. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui a fait débat, d'après lui, la difficulté à distinguer clairement entre solidarité et expansionnisme. Où s'achève la solidarité, où commence l'agression. Alors dit comme ça, c'est vrai que c'est assez provocateur, mais au fond, ce qu'il cherchait à savoir, c'était est-ce que la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, est-ce qu'elle était la conséquence logique de l'asiatisme? Auquel cas, évidemment, alors, il fallait condamner l'asiatisme et il n'était pas utile de réétudier cette idéologie, ou bien, et on devine que la position de Takeuchi, c'est celle-ci, au fond, cette sphère de coprospérité a été de fait une conséquence, a été justifiée par l'asiatisme, mais elle n'était pas la conséquence logique de l'asiatisme. Et pour reprendre l'expression qu'a utilisée Miura Nobutaka hier, ce que préconisait Takeuchi Yoshimi, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Alors, on peut dire que de nos jours, les historiens, les chercheurs ont entendu les préoccupations de Takeuchi et que personne aujourd'hui ne songerait à réduire l'asiatisme à une simple justification d'une guerre d'agression. Il me semble qu'en insistant sur l'importance de l'asiatisme, l'objectif de Takeuchi ne se limitait pas à une meilleure compréhension de l'histoire moderne du Japon et des éléments qui l'avaient poussé sur la voie de l'expansionnisme. C'est vrai que son ouvrage, c'est une sorte de généalogie critique de l'asiatisme, mais même si elle n'apparaît pas au premier plan, il me semble que c'est la question du rôle du Japon, ou bien de son statut son statut en Asie, qui constitue la préoccupation principale de Takeuchi. C'est-à-dire que son effort de réévaluation de l'asiatisme, il a lieu dans les années 60, dans le contexte d'un après-guerre où, on l'a dit, les relations entre le Japon et ses voisins étaient complexes, pour ne pas dire très, très difficiles ou inexistantes. Et on sait que Takeuchi était l'un des premiers à déplorer cette situation. Le manque de relations diplomatiques du Japon avec ses voisins le désolait à tel point que lorsqu'en 1972, donc le Japon normalisa ses relations avec la Chine, vous savez qu'il a condamné au fond cette normalisation parce que pour lui, le Japon n'avait fait que suivre les États-Unis, et lui qui n'avait pas cessé de prêcher, de prôner l'établissement de relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, ne pouvait pas se satisfaire de cette normalisation qui n'aurait au fond peut-être jamais eu lieu si les États-Unis n'avaient pas fait le premier pas. Donc, ce que j'aimerais faire dans cette intervention, c'est de me concentrer sur la position du Japon, le statut du Japon dans les projets d'intégration asiatique qui ont vu le jour après 1945. Et j'aimerais le faire d'une manière un peu... j'aimerais le faire au travers de termes, de concepts géographiques qui sont apparus après 1945 et qui, me semble-t-il, reflètent au fond un phénomène que je qualifierais de décentrage du Japon ou bien de marginalisation du Japon en Asie, ou en tout cas dans ces projets d'intégration asiatique. Alors le premier terme
que j'aimerais aborder, c'est celui de Asie de l'Est, Higashi Asia. Vous savez que le terme principal qui est associé à l'asiatisme japonais jusqu'en 1945, c'est celui de Asie orientale, c'est-à-dire Towa. Et donc il figurait dans le nom de beaucoup de sociétés, des premières sociétés asiatistes, comme le Towa-do Bunkai, ou bien également dans les projets de nouvel ordre de l'Asie orientale, de Towa Shinchitsujo, ou bien évidemment Dai-Towa Kyoeiken. En dépit des efforts du Japon pour convaincre les autres Asiatiques des avantages qu'il y avait à créer cette sphère ou bien ce nouvel ordre, on sait que le Japon a échoué à les convaincre. Donc, après la défaite de 1945, il est intéressant de constater que le terme de Towa disparaît en même temps que celui de Ajasugi. Il est trop associé à ce passé militariste, même si on sait que, pour nuancer, on sait qu'il y a certains intellectuels dans les premières années de l'après-guerre avaient l'impression que le Japon, au fond, était revenu en Asie, puisque il partageait un peu la condition des autres pays asiatiques, la pauvreté, l'occupation étrangère, américaine en l'occurrence. Mais ce sentiment n'a pas duré. Avec le développement économique du Japon, finalement, très rapidement, en point de mire, le Japon n'avait pas l'Asie, mais l'Occident, les États-Unis, qu'il était sur le point de dépasser économiquement dans les années 80. Donc on peut comprendre que dans ces conditions, l'Asie ait été reléguée au second rang, un phénomène que la normalisation des relations diplomatiques avec la Chine et la Corée du Sud n'a pas modifié. Alors, il a fallu attendre en réalité assez longtemps, c'est-à-dire que pour que des projets, l'idée d'Asie ressurgisse, il a fallu attendre la fin de la guerre froide et l'exemple donné par l'Union européenne pour que les débats sur l'intégration asiatique renaissent. J'ouvre juste une parenthèse ici, c'est également pour l'interprète. Bref parenthèse, dans les milieux académiques, on a déjà dans les années 60 la réapparition du terme de Higashi Asia, c'est-à-dire qu'on a Towa qui réapparaît, mais comme Towa, on ne peut plus l'utiliser, il est trop chargé historiquement, donc on utilise le Higashi Asia. Et un des universitaires qui va contribuer, je crois, le plus à promouvoir l'utilisation de ce terme, c'est Nishijima Sadao de l'Université de Tokyo, avec son idée de Higashi Asia Bunkaken. Donc même si lui, dans son esprit, évidemment, il ne se préoccupe pas d'intégration asiatique, économique et autres, il est un des premiers à rattacher le Japon au reste de l'Asie, en tout cas dans la longue histoire. Donc je reviens sur la fin des années 80, les années 90, donc avec des développements en Europe qui contribuent à la résurgence de ces débats. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que un des premiers projets d'intégration économique n'a pas été le fait de Japonais, mais de Mahathir Mohamad, l'ancien Premier ministre de Malaisie, qui était à l'origine d'une proposition qui visait à regrouper donc les pays de l'ASEAN avec les trois principales puissances du Nord-Est, à savoir la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Donc à l'époque, c'était en 1990, le Mahathir avait proposé de
de créer une sorte une zone de libre-échange qu'il avait baptisée EAEC, East Asian Economic Caucus. Ce projet faisait partie d'une politique plus large qu'il appelait Look East, regarder vers l'Est, qui visait à prendre le Japon et la Corée du Sud comme modèle développemental pour la Malaisie. Ça veut dire que un siècle après les premières ambitions asiatistes qui s'étaient développées au Japon, le Japon se retrouvait à nouveau au centre d'un projet économique, pas politique mais économique. Mais enfin, on avait un pays asiatique qui considérait que le Japon avait un rôle à jouer dans l'intégration asiatique et un rôle de chef de file, ce qui pourrait éclairer me semble-t-il, sous un nouveau jour, le débat autour de la perversion de l'asiatisme, puisque au début on considérait que l'asiatisme idéal consistait en une union égalitaire entre les pays asiatiques et qu'ensuite le Japon avait perverti au fond cela en s'appropriant, en s'arrogeant le droit de jouer les chefs de file dans ces coalitions. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le Japon qui revendique ce statut, mais c'est Mahathir. Or, ce qui est encore plus surprenant, c'est que le Japon va refuser. Il va refuser de jouer les chefs de file de ce projet que propose Mahathir. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Japon a peur de contrarier son allié américain, qui, lui, était hostile, parce que le projet de Mahathir rivalisait, au fond, concurrençait l'APEC. Alors, finalement, le projet de Mahathir capota, mais il ressurgit quelques années plus tard sous la forme de l'ASEAN plus 3, et c'est de nos jours encore le cadre multilatéral asiatique, le seul cadre multilatéral asiatique qui inclut Chine, Corée, Japon en Asie de l'Est. Alors, cette initiative de Mahathir semble avoir contribué à libérer, au fond, le Japon du spectre de la sphère de coprospérité, puisqu'on a, à partir des années 2000, Koizumi Junichiro et Hatoyama Yukio qui ont défendu publiquement l'idée d'une communauté de l'Asie de l'Est, la nécessité de former une communauté de l'Asie de l'Est. Et dans le cas de Hatoyama, il a fondé en 2013 un institut pour la communauté d'Asie de l'Est, Higashia Kyodo Taiken Kyujo, dans le but de promouvoir cette cause. Juste avant de passer au second terme, un détail linguistique. Donc je viens de dire, j'ai dit que en japonais, donc on a Towa et Higashia. Cette différence, on peut la faire également en français, puisqu'on parle d'Asie orientale pour Towa, et puis Asie de l'Est pour Higashia. En anglais, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en coréen et en chinois non plus. Et ça, c'est un élément, selon certains spécialistes, qui peut expliquer les réticences des Chinois et des Coréens envers ces projets de communauté d'Asie de l'Est. Parce que si en japonais ça sonne différemment, pour les Chinois ça rappelle Towa, et pour les Coréens aussi ça rappelle Towa, puisqu'il n'y a pas de kunyomi, de lecture kun en chinois et en coréen. Le deuxième terme que j'aimerais évoquer avec vous, c'est celui de l'Asie du Nord-Est. Asie du Nord-Est, en japonais c'est Hokuto Asia. D'ailleurs,
parenthèse, si quelqu'un dans la salle peut m'expliquer pourquoi on ne dit pas Tohoku Asia, mais Hokuto Asia, je serais très content. J'étale mon ignorance ici, mais puisque en chinois, on dit Tohoku Asia, en coréen, on dit Tohoku Asia, on dit Tonan Asia en japonais. Je n'ai pas encore trouvé pourquoi on dit Hokuto Asia et pas Tohoku Asia. Bon. Bref. Alors, jusque dans les années 1990, on a donc l'impression que pour beaucoup de spécialistes ou d'hommes politiques, comme Mahathir, le fait que le Japon se trouve au centre de tout un projet d'intégration asiatique est une évidence. C'est la première puissance asiatique, donc au fond, si le Japon n'y participe pas, tout projet d'intégration asiatique n'a aucun sens. Or, depuis les années 2000, il me semble que les choses ont changé et les choses ont changé rapidement. Et c'est là où on assiste à ce phénomène que j'appelais décentrage du Japon, puisqu'on a donc un glissement géographique qui commence à se produire et qu'on retrouve justement dans l'usage des termes utilisés. Par exemple, en 2003, lors de son discours d'investiture, le président Roh Moo-hyun, le président de Corée du Sud, déclara que le 21e siècle serait celui de l'Asie du Nord-Est, donc Tongbuga, c'est-à-dire Tohoku A, Tohoku Asia, et que la péninsule coréenne, située au centre de cette région, constituait un pont entre la Chine et le Japon. Donc ça voulait dire que dans sa vision, il renversait au fond la vision traditionnelle d'une péninsule coréenne qui était coincée entre les principales puissances, Chine, Japon, Russie, et que la Corée devenait au fond le centre d'une nouvelle région, la région du Asie du Nord-Est. Le choix de l'Asie du Nord-Est plutôt que celle de l'Asie de l'Est, ça permettait justement à la Corée de se retrouver justement au centre d'une nouvelle région, parce que l'Asie de l'Est, on voyait qu'elle était plutôt centrée sur le Japon. Alors, durant son mandat, Roh Moo-hyun a tenté de concrétiser cette vision, aussi bien sur le plan économique que diplomatique. Et parmi ces 10 objectifs prioritaires qu'il a annoncés en 2003, le deuxième consistait à faire de la Corée du Sud un business hub de l'Asie du Nord-Est. Donc la région de l'Asie du Nord-Est comprenait dans sa vision à lui, puisqu'il y a plusieurs, là je ne rentre pas dans les détails, mais évidemment il y a plusieurs versions possibles de quels sont les pays qui sont inclus dans cette Asie du Nord-Est. Mais pour lui, c'était le nord-est de la Chine, le Japon, les 2 Corées, la Mongolie et l'extrême-orient russe. Alors, Roh Moo-hyun s'est efforcé de maintenir un certain équilibre entre une intégration économique croissante avec la Chine, qui est devenue donc en 2003 le premier partenaire économique de la Corée du Sud, mais également de préserver les relations, de bonnes relations avec les États-Unis. La relation avec les États-Unis est devenue plus difficile à partir de 2005, puisque à ce moment-là, Roh Moo-hyun a proposé que la Corée joue le rôle de stabilisateur en Asie du Nord-Est. Donc pour lui, c'était une façon dans sa vision, la Corée du Sud devait être neutre, en quelque sorte. Elle devait prendre ses distances avec les États-Unis et jouer les stabilisateurs, les intermédiaires entre la Chine et les États-Unis, entre le Japon et la Russie, par exemple. Ce qui a été évidemment très mal perçu par les États-Unis, mais également par le Japon.
Il a été d'ailleurs très critiqué par l'opposition conservatrice sud-coréenne de l'époque. C'est quelque chose qui a joué en sa défaveur à la fin de son mandat. Il faut dire qu'à l'époque, la Corée du Sud connaissait un boom chinois, un phénomène qui d'ailleurs, à bien des égards, est toujours d'actualité, ce qui a contribué donc à accentuer l'inquiétude des États-Unis. À l'époque, donc au début des années 2000, il faut savoir qu'une majorité de parlementaires du parti gouvernemental, qui à l'époque était un parti progressiste, considérait que la relation avec la Chine devait être prioritaire, aussi bien diplomatiquement qu'économiquement, ce qui reflétait d'ailleurs aussi les sentiments de plus en plus de Sud-Coréens qui se sentaient plus proches de la Chine que des États-Unis. Durant la même période, vous le savez, les relations avec le Japon se sont également dégradées rapidement. En 2004, pourtant, Roh Moo-hyun avait déclaré, à l'instar de son prédécesseur, Kim Dae-jung, qu'il mettrait de côté les questions liées à l'histoire pour se concentrer sur le développement de relations nippo-coréennes qui soient tournées vers l'avenir. Mais l'année suivante, ce vœu fut rapidement relégué aux oubliettes. C'est notamment la décision par le département de Shimane de faire du 22 février la journée Takeshima, la crise des manuels d'histoire et puis les visites de Koizumi au Yasukuni Jinja. Guerre diplomatique qui n'a pris fin qu'en 2006, à l'époque du premier mandat d'Abe. Alors, cette importance donnée à l'Asie du Nord-Est, elle s'est atténuée avec le successeur de Roh Moo-hyun, c'est-à-dire Lee Myung-bak. Lee Myung-bak a préféré mettre l'accent sur la relation avec les États-Unis. Mais curieusement, la présidente actuelle, qui est du même parti que Lee Myung-bak, donc conservatrice, a repris ce concept d'Asie du Nord-Est lorsqu'elle a annoncé en 2013 le lancement de son initiative de Northeast Asia Peace and Cooperation. Si on lit les caractères à la japonaise, ça donne Tohoku wa Heiwa Kyoryoku. Donc c'est une initiative qui constitue une des expressions de sa trosse politique qu'elle essaie de mettre en œuvre notamment vis-à-vis de la Corée du Nord et qui vise à mettre un terme à ce qu'elle appelle le paradoxe asiatique, à savoir une interdépendance économique croissante assortie d'un manque de coopération en matière de politique et de sécurité. J'aimerais passer au prochain terme, le troisième et dernier concept, qui est celui d'Eurasie, auquel on peut rajouter celui de route de la soie. Donc la même année où Park Geun-hye dévoilait ce projet, cette initiative centrée sur l'Asie du Nord-Est, elle présenta également, la Corée du Sud organisa un congrès intitulé Global Cooperation in the Era of Eurasia, donc avec le terme d'Eurasie qui apparaît bien en évidence. Donc c'est un projet qui vise à construire un réseau d'infrastructures logistiques et énergétiques qui puisse relier l'Europe et l'Asie. Il y a également un versant maritime avec la route de l'Arctique, vous savez, avec la fonte des glaces. Et l'idée, c'est de créer à terme une zone de libre-échange. Alors, cette initiative Eurasie est intéressante parce qu'elle met en lumière la façon dont la question nord-coréenne peut être liée aux ambitions régionalistes de la Corée du Sud. Je m'explique. Quand on parle des rapports entre Corée du Sud et Corée du Nord, on pense par exemple à l'unification de la péninsule comme un objectif en soi, un objectif final. Voilà, les Coréens
sont réunis, sont contents, et puis voilà. Mais dans le projet de Park Geun-hye, au fond, la Corée du Nord n'est qu'un point de passage, n'est simplement pour faire passer des trains. Donc c'est intégré, cette unification éventuelle est intégrée dans un projet beaucoup plus vaste. Et puis ce projet révèle aussi donc ce décentrage du Japon, parce que alors que le Japon se trouvait au centre des projets lorsqu'on parlait de l'Asie de l'Est, et bien là, avec les projets présentés, le Japon est plus ou moins exclu de cette Asie du Nord-Est. En tout cas, l'Asie du Nord-Est est centrée sur la péninsule coréenne. Alors, quant à l'Eurasie, eh bien là, le Japon est vraiment relégué aux marges de cette Eurasie. L'Eurasie avait également été mentionnée, à vrai dire, par Roh Moo-hyun en 2003, et il avait relevé l'importance donc pour la péninsule coréenne de constituer pas seulement un pont entre la Chine et le Japon, mais également une passerelle qui permettrait de relier l'Asie à l'Europe. Et son rêve, c'était qu'on puisse un jour prendre le train à Busan et puis en descendre à Paris, en ayant passé par Pyongyang, la Chine et la Russie. Et donc c'était exactement ce que Park Geun-hye propose avec son initiative Eurasie. Park Geun-hye désigne cette nouvelle voie le Silk Road Express, l'express de la route de la soie, qui est un terme qui rappelle celui utilisé par Kim Dae-jung. Il parlait de Iron Silk Road lorsqu'il avait évoqué en 2002 une connexion ferrée intercoréenne. Et évidemment, la proposition de Park évoque très fortement, en tout cas fait écho à la nouvelle route de la soie mise en avant par la Chine. D'ailleurs, Park Geun-hye a elle-même insisté sur la nécessité de développer les synergies entre les deux initiatives lors de la visite de Xi Jinping à Séoul en juillet 2014. Et l'accord de libre-échange qui a été signé entre la Chine et la Corée du Sud en novembre 2014 représente un pas important dans cette direction. Alors évidemment, dans ces projets, l'absence de progrès réel dans les relations intercoréennes constitue un obstacle majeur à leur réalisation. Mais pour ce qui est de la route de la soie chinoise, elle risque fort de façonner durablement le visage de l'intégration asiatique. Le projet chinois, il est constitué, vous le savez sans doute, de deux versants. Donc le projet général s'appelle donc une ceinture, une route. Et il y a un versant terrestre, c'est-à-dire le Silk Road Economic Belt, qui comprend donc la Chine, l'Asie centrale, la Russie, l'Europe. Et puis il y a le versant maritime, qui est la route de la soie maritime qui passe par le détroit de Malacca, l'Inde, le Moyen-Orient, avant de rejoindre la Méditerranée via la mer Rouge. Les États-Unis, de leur côté, ont entamé leur pivot, ce qu'ils appellent leur pivot, leur retour en Asie, en réaffirmant l'importance de leur relation avec le Japon, leur alliance avec le Japon. Mais donc, on a l'impression que la Chine, elle, semble déjà vouloir déplacer progressivement son attention de l'Asie de l'Est vers l'Asie centrale. Et donc, après l'organisation de coopération de Shanghai, cette route de la soie constitue une étape décisive dans ce que Wang Jise, qui est un politologue chinois, doyen de l'école en relations internationales de l'Université de Pékin, avait nommé en 2012 la marche vers l'Ouest, Nissi et Susumu. Et pour ce politologue, il s'agit d'apporter une réponse aux tentatives américaines de contenir l'émergence de la Chine en Asie de l'Est. Les États-Unis donc utilisent, comme vous le savez, le projet d'accord de partenariat transpacifique, TPP,
et la Chine essaye de lui opposer, donc essaye de développer sa présence en Asie centrale et au Moyen-Orient. Alors j'en arrive à ma conclusion. Quelle intégration est-ce qu'on n'assiste pas? On ne va pas assister à une intégration asiatique sans le Japon. Le discours asiatiste qui reposait sur l'idée d'une culture et d'une race commune, qui mettait en exergue les différences entre l'Asie et l'Occident, ne semble donc n'avoir plus cours aujourd'hui, en tout cas au Japon. L'essai de Takeuchi demeure une référence pour comprendre l'histoire de l'asiatisme jusqu'en 1945, mais la question c'est de savoir si est-ce qu'il peut procurer des pistes de réflexion pour l'intégration asiatique de demain. Face aux initiatives de ses voisins, le Japon semble avoir choisi de garder ses distances et de s'en remettre essentiellement au pivot américain. Lorsqu'en 2012, les relations se sont fortement dégradées avec la Chine, Abe a réaffirmé sa values diplomacy, diplomatie des valeurs, en cherchant à renforcer ses liens avec des partenaires partageant les mêmes valeurs de démocratie, liberté, etc. Le refus du Japon de participer à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, EIB, banque auquel la Suisse participe également, la France aussi, je crois, proposée par la Chine pour concurrencer le FMI et la Banque mondiale, est destinée notamment à financer la nouvelle route de la soie, est un autre indicateur de cette stratégie d'alignement avec les États-Unis. Alors que les relations avec la Chine et la Corée du Sud demeurent difficiles, même si on a vu quelques progrès récemment, une dépendance excessive envers les États-Unis n'est pas sans risque, notamment celui de ce que les spécialistes appellent le counter-pivot, un pivot contraire, je ne sais pas comment traduire, c'est-à-dire un retour américain en Asie moins massif que prévu. Par exemple, si les États-Unis étaient contraints de s'engager dans d'autres régions en crise, comme en Ukraine ou bien au Moyen-Orient. Plus fondamentalement, le Japon, pourtant berceau de l'asiatisme, semble vouloir privilégier l'Asie-Pacifique, Asia Taiheiyo, plutôt que l'Asie de l'Est ou l'Eurasie. Et le problème, c'est que si la Chine poursuit son développement, il sera difficile d'imaginer une intégration asiatique qui ne soit pas centrée sur la Chine. Et la décision de la Corée du Sud, qui a finalement choisi en avril 2015 de participer à cette banque asiatique créée par la Chine, contre l'avis de son allié américain, montre ce poids régional croissant de la Chine. Et si en outre l'influence américaine en Asie de l'Est devait légèrement décliner, c'est donc la signification de l'APEC, voire même du concept d'Asie-Pacifique, qui n'a d'autre but au fond que d'intégrer les États-Unis, l'Australie dans l'Asie. C'est donc la signification de ces concepts qui pourraient être affectés. Il faudra alors que le Japon s'interroge une fois encore sur ses relations avec ses voisins et sa place en Asie s'il ne souhaite pas se voir relégué aux marges d'une Asie ou d'une Eurasie centrée sur la Chine. Merci de votre attention.